on va commencer parce que je pense que pour une fois, on est un petit peu en retard. Donc merci beaucoup et bonjour à toutes et tous. Merci d'être là. Cette journée dédiée au Carbène. Alors c'est le 1er avril. Aussi la journée des poissons, mais a priori je ne vous en ferai pas. Mais nous avons quelqu'un qui vient de la mer, d'une cité maritime, et bon, peut-être qu'il y aura plus de blagues ou pas. En tout cas, bienvenue à Julie Brogy qui fera le séminaire. Et moi, je vais vous parler de l'importance des carbènes en synthèse organique, en chimie des matériaux. Alors, sachant qu'en fait, les carbènes, c'est un peu comme les radicaux, parce qu'entre ceux qui sont très persistants et ceux qui sont, on va dire, des intermédiaires très... presque pas virtuels, mais on va dire très instables. C'est deux mondes complètement différents. Donc évidemment, il y avait une sélection à faire, donc je vais vous montrer différents aspects des deux, mais c'est loin d'être exhaustif. Alors, avant de parler des carbènes, je voulais revenir sur les carbanions, parce que c'est vrai que l'avantage des cours du Collège de France, c'est qu'on est très libre sur le programme, mais alors, parfois le nombre d'heures étant limité. J'ai choisi Carbanion la semaine dernière, et puis je me suis rendu compte en discutant, finalement, c'est vrai qu'on présente des choses, et puis on sort du cours, puis on se dit, tiens, mais finalement, j'aurais pu aussi parler de ça, et puis notamment avec une discussion avec Alex, bah oui, c'est vrai, en France, qu'est-ce qui s'est passé après Victor Grignard, et notamment, qu'est-ce qui s'est passé dans les Carbanions. Alors, c'est vrai qu'en France, on a eu la chance énorme d'avoir Victor Grignard qui a lancé les Grignards, bien sûr, mais c'était aussi un peu une malchance parce qu'une bonne partie de la communauté en France est restée très focusée pendant tout le XXe siècle sur cette chimie, mais quand même avec des apports très importants, et notamment par Henri Normand. Et Henri Normand a apporté le THF dans la synthèse des carbanions. Alors ça paraît tellement banal maintenant, mais en fait, ça a révolutionné ce champ. Pourquoi ? Parce que quand on utilise le THF, d'abord, on solvate beaucoup mieux ces espèces. On peut chauffer, donc les faire beaucoup plus facilement, et ça permet de faire tous les grignards avec un carbone CsP2, et aussi, par exemple, les aryles MgCl, ce qui était tout simplement impossible dans les conditions initiales. Et puis, il a aussi introduit le HMPA, dont je vous ai parlé la semaine dernière. Et alors, je sais pas si les gens connaissent peut-être, certains connaissent Istvan Marko, qui disait que c'était le French National Solvent. Alors, ce HMPA est un excellent agent pour solvater, donc c'est un oxyde de phosphine avec 3 groupements diméthylamine, mais qui a été plus ou moins banni des laboratoires parce qu'a priori il est toxique. Alors je dis bien a priori parce que la toxicité intrinsèque du HMPA n'est pas vraiment sûre. Par contre, c'est tous les produits qui l'accompagnent, notamment la diméthylamine, qui résultent un peu de sa dégradation, eux le sont. Donc c'est un produit qu'on ne voit plus, mais qui a lui aussi changé beaucoup la chimie des carbanions. Très bel hommage sur Henri Normand par Marc Julia, téléchargeable complètement. On trouve ce PDF très facilement dans l'actualité chimique et de l'aide des sciences chimiques. Et alors l'autre apport de Henri Normand, c'est Jean Normand, c'est-à-dire son fils. Donc les deux ont été académiciens d'ailleurs en même temps, et Jean Normand, lui, s'est concentré sur le cuivre. Et là aussi, c'est des choses qui nous paraissent totalement évidentes, mais il a globalement inventé les réactions de carbocupration, leur stéréosélectivité, leur régiosélectivité, application aux phéromones, et là aussi un bel hommage par Gérard Ferré, Paul Knoschel, André Marquet, dont j'ai parlé un petit peu la semaine dernière, enfin j'ai mentionné ses travaux. Également, elle travaillait beaucoup sur les carbanions stabilisés par des sulfoxydes avec Gérard Chassin. Donc là aussi un PDF téléchargeable. Bon voilà, donc c'était une parenthèse, mais revenons aux carbènes. Alors, ces carbènes, là aussi, deux très belles façons de les voir. Le récit de l'épopée du laboratoire de Guy Bertrand, en parlant quand même de l'histoire de ces carbènes et puis les différentes étapes dans la consécration des carbènes. Là, on est sur des carbènes. L'idée, c'est vraiment d'arriver à des molécules très stables et utilisables avec différentes applications. Et sinon, la revue également, les revues, parce qu'il en a fait 2 de Glorius, les 2 seront cités. Alors vous voyez, les 2 ont fait une prise historique, sans complètement forcément reprendre les mêmes éléments. Mais ce qui est intéressant dans celle de Guy Bertrand, c'est qu'on part de 1835, effectivement, je vais en parler un petit peu, et puis donc on arrive au NHC que maintenant tout le monde connaît. Et là, c'est les différents squelettes et leurs applications.
Donc évidemment, vous voyez les NHE, mais aussi les CAC de Guy Bertrand, justement, qui font par exemple du splitting de molécules très simples, hydrogène et ammoniac, les stabilisations de surface de nos particules ou de clusters, l'organocatalyse, dont je parlerai à vrai dire assez peu, le piégeage d'espèces improbables, et puis aussi l'apport notamment en luminescence de certains matériaux luminescents, enfin bref. Donc il y a énormément de choses. Donc maintenant, si on revient à l'histoire, et c'est toujours hyper intéressant de revenir en arrière, c'est Dumas avait eu cette intuition assez intéressante, c'est qu'en prenant ce qu'il appelait en fait, de l'alcool à brûler, donc du méthanol, on pouvait peut-être déshydrater le méthanol, donc enlever H2O, pour faire quelque chose qui s'appellerait le méthylène. Et effectivement, si vous regardez ce papier, qui lui aussi, pour une fois, et on peut avoir le PDF, il y a bien le terme méthylène dedans. Donc aucune idée que ça soit un carbène, quel genre d'entité c'est pas très clair, mais le terme apparaît. Ensuite, un certain nombre d'apports par Curtius, et notamment par Staudinger. Alors Staudinger, tout le monde connaît la réaction de Staudinger, réduction d'un azoture par la triphénylphosphine. C'est aussi lui qui a lancé vraiment la chimie des polymères, hein, donc c'est pour ça qu'il a eu le prix Nobel en 1953. Mais il a également proposé la synthèse du diazométhane. Alors quand on connaît la dangerosité du diazométhane, son explosivité, sa toxicité, je pense que dans les conditions de sécurité de l'époque, je pense que ça devait être quand même quelque chose. Donc on part de l'hydrazine, qui n'est pas la molécule la plus facile à manipuler, enfin ni très saine, chloroforme en milieu basique, et on va arriver à quelque chose qui ressemble à un isonitrile qui s'isomérise en diazométhane. Et tant qu'à faire, pendant qu'on a le diazométhane, pourquoi pas mettre du monoxyde de carbone dessus, et on fait ce cétène. Donc vous voyez, on y va, hein, pas de peur des molécules. Et ce qu'il observe, c'est que l'équilibre carbène-CO est a priori réversible, mais donc il découvre aussi les cétènes par la même occasion. Alors le terme carbène, lui, il est vraiment arrivé beaucoup plus tard par Woodward, grand chimiste dont on a déjà parlé, dont on reparlera probablement, Döring et Weinstein. Weinstein, je ne sais plus si vous vous souvenez, Jérôme Lacour en avait parlé beaucoup il y a 2 semaines. Et donc ils s'étaient rencontrés à un SIS meeting en 1951 et là avaient commencé à comprendre réellement ce que c'était que cet intermédiaire. C'est bien, tout ça c'est bien raconté dans cette revue par Ardoingo, qui est en allemand par contre. Alors, le carbène, qu'en est-il exactement et sa structure? Donc, si on prend imagine un carbone effectivement divalent avec ces deux électrons ici, il va avoir une configuration linéaire potentielle qui correspondra avec 2 orbitales PY, PX ici orthogonales. Mais globalement, c'est cette conjugaison, enfin cette configuration, pardon, a tout intérêt en fait qui est dégénérée. Hein, ces 2 orbitales sont de la même énergie. On a une stabilisation en fait en pliant ce carbène et donc en arrivant à une sorte d'hybridation, on fait une orbitale ici vacante, une pépi, et une orbitale ici sigma qui va être sur ce système et qui sera généralement rempli. Donc globalement au niveau des configurations, on peut avoir différents types de peuplement des orbitales. Soit cette configuration ici triplée, on a un électron dans l'orbital ici sigma et un dans l'orbital pépi avec un spin aligné, ou la même en singulier, ou celle où on occupe les 2 électrons, on met 2 électrons dans l'orbital sigma et 0 dans l'orbital pépi, et celle-ci où c'est l'inverse, en fait on meuble l'orbital pépi et 0 dans l'orbital sigma. Ce qui est intéressant, c'est que dans ces 2 configurations, clairement celle où l'occupation en sigma 2 et où on a les 2 électrons, c'est a priori plus stable que la pépi 2. Cette configuration triplée, elle, va correspondre à un diradical, hein, globalement, une réactivité diradicalaire. Et en fait, ce singulier ici correspond à l'état excité de celle-ci. Donc, en fait, on a promu un des électrons de la sigma dans cette pi. Alors,
finalement, les carbennes triplés connus, répertoriés, voire même isolables, ça va être de type généralement diaryl, ce qui n'est pas très surprenant. Hein. Et par contre, dès qu'on va mettre des groupements sigma pi d'honneur, on va plutôt avoir des carbennes singuliers. Cette revue est extrêmement importante, puisque c'est 2000. Donc ça date d'un certain temps, mais ça, finalement, c'est celle qui vraiment conceptualise très bien la notion de carbène, reprenant l'histoire, mais aussi déjà tous les développements qu'il y avait eu à cette époque-là, il y en a beaucoup. Alors, d'un point de vue synthèse, on va juste parler un tout petit peu de chimie organique classique, parce qu'après les travaux Dumas, Staudinger, il a mis pas mal de temps avant de vraiment manipuler quelque chose qui ressemblait à un carbène. Et ce qui a permis de travailler assez facilement, finalement, et on en revient toujours à ces molécules, c'est tout ce qui est alloforme, chloroforme, bromoforme, et ainsi de suite, puisqu'il est assez facile d'arracher le proton qui est ici. On forme ce carbanion. Ici, donc, globalement, c'est quelque chose que malheureusement vous pouvez faire dans votre tube RMN assez facilement. Et donc, vous formez. Et puis ça perd un chlorure. Et donc, ça vous donne votre dichlorocarbène, ou si vous l'avez fait avec du brome, dibromo, et ainsi de suite. Et ce dichlorocarbène réagit très bien, par exemple, sur une double. Ce qu'avait montré, donc ça c'est des travaux assez vieux initialement, qui ont été repris par von Döring, globalement, c'est que une fois que vous avez le dichlorocarbène, enfin vous avez fait ce bisallocyclopropane, vous pouvez soit l'hydrogéner et l'ouvrir, soit le réduire. Vous pouvez réduire les deux halogènes et obtenir le cyclopropane. Donc c'est plus facile, c'est presque un surrogate pour le méthylène, le CH2 point. Une autre réaction assez parallèle au niveau développement, donc avec les travaux de Döring, c'est que si vous faites ce dibromocarbène et que vous faites un échange halogène-métal, ce qu'on a vu la semaine dernière, ce carbénoïde, globalement, peut aller vers le carbène qui, lui, va se réarranger. Et donc ça, c'est le réarrangement de Scott-Ball qui vous permet donc d'obtenir assez facilement un alène terminal à partir d'une oléfine terminale. Il n'y a d'ailleurs pas besoin que ce soit terminal. Hein. Vous pouvez le faire aussi avec des alènes avec des oléfines disubstituées. Alors, la réactivité des carbènes, on va dire non stabilisés, ceux de la synthèse organique, c'est très vaste. On a déjà vu, évidemment, ça va faire ce qu'on appelle une 2+1, donc ça va faire des cyclopropanes. Ça peut dimériser, ça peut faire des insertions dans beaucoup de molécules, notamment dans des alcools, des amines et autres hétéroéléments H, voire même dans certaines carbones-hydrogènes, dans certaines conditions. Vous pouvez également, il ne faut jamais oublier qu'un carbène, en fait, c'est finalement, on peut le voir aussi comme un carbocation carbanion. Donc vous avez un centre ici électrophile qui peut être piégé par un nucléophile et vous gardez le carbanion ici. Donc vous allez avoir un ylure, vous pouvez faire des ylures de soufre, des ylures d'azote, si vous piégez par une pyridine. Tout ça va avoir ces composés-là vont avoir des réactivités spécifiques. Alors, comment les engendrer si vous partez d'un composé diazo, ce qui a été aussi une autre voie d'accès, en les irradiant ou en les chauffant, vous pouvez accéder facilement au carbène par extrusion de azote. Vous avez d'ailleurs un équilibre via la diazyrine, qui peut elle aussi photo-irradier, et vous obtenez ce carbène. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus ? Ah oui, alors ce qui est important aussi, et c'est des réactions qui peuvent avoir lieu et qui peuvent être bien sûr en compétition, c'est que vous pouvez avoir aussi des CH insertions intramoléculaires, donc là, soit 1,2 pour faire un alcène. Vous pouvez aussi avoir la migration du groupement R. Vous pouvez avoir une 1,3 pour faire un cyclopropane, 1,4 pour faire un cyclobutane, 1,5 pour faire un cyclopentane. Donc tout ça est relativement possible. Donc évidemment, on a un intermédiaire ici qui est d'une richesse synthétique très forte, et donc il va falloir quand même le canaliser dans sa réactivité. Mais bon, globalement, les applications synthétiques des cyclopropanes existent. J'en montrerai
plus en cours numéro 6. Alors la réaction historique, l'autre j'ai envie de dire, date de 1958, donc à peu près à la même époque que celle des dihalocarbènes. C'est la fameuse cyclopropanation de Simmons et Smith, qui consiste à prendre du diodométhane, faire cet alliage zinc-cuivre et qui permet d'obtenir ce cyclopropane, où on passe par un carbénoïde de zinc. Donc en fait, on a d'abord une insertion du zinc dans une liaison carbone-iode, on forme cette espèce qui est en équilibre avec c'est pas vraiment un dimère, mais ce zinc qui active 2 CH2I, 2. Et ce carbénoïde, en fait, va réagir avec une double liaison de façon concertée, comme une 2 plus 1. C'est ce qu'on appelle une réaction kélétropique, parce qu'en fait, 2 bondes vont être créées sur le même atome, c'est-à-dire sur ce carbone ici. Donc vous avez un centre nucléophile ici et un centre électrophile ici, donc c'est le propre d'un carbénoïde. Et c'est une réaction donc, de type concerté qui va être donc stéréospécifique, qui va respecter l'intégrité stéréochimique d'une double liaison. Alors ce qui est intéressant ici, j'ai fait exprès de mettre l'adresse de ces 2 chercheurs, Simmons et Smith. Ils étaient donc au centre de recherche de Dupont de Nemours à Wilmington dans le Delaware. Alors c'est hyper intéressant de voir à quel point ce centre a amené des découvertes importantes. Il y a le réactif de TB qui en sort, il y a aussi les éthers-couronnes Pedersen, travaillés par exemple typiquement chez Dupont. Alors je crois que malheureusement ce centre a réduit ses prérogatives et ses facilités, mais ils ont été vraiment le centre de Dupont à Wilmington a été un gros contributeur de la chimie organique et macromoléculaire dans les années 50, 60, 70 et ainsi de suite. Alors c'est aussi une réaction qui peut être diastérosélective, puisque le zinc peut se coordonner par exemple typiquement à un groupement hydroxy et ça va vous permettre de faire le cyclopropane sur la même face que le groupement OH. Donc vous pouvez avoir non seulement c'est diastérospécifique, mais ça peut être très diastérosélectif. Et il y a des polycyclopropanations, notamment le groupe de Charette a travaillé là-dessus, et ça peut conduire à des synthèses de produits naturels vraiment intéressantes. Alors, on fait un grand saut dans l'histoire des carbènes. C'est en fait tous les apports de Najib assez récents, qui a travaillé sur des nouveaux précurseurs de carbène, très facile à faire, parce que c'est quand même un des problèmes clairs, c'est-à-dire que le diazométhane, c'est pas si simple que ça. Trouver le diodométhane est quand même un composé typiquement relativement instable et tout. Donc, comment trouver des précurseurs de carbène qui vont être facilement manipulables, qu'on peut faire sur, par exemple, 300 grammes, vous voyez, au labo, pas forcément dans un site industriel. Et donc, et en plus, partir de dérivés les plus accessibles possibles, donc par exemple des aldéhydes aromatiques, aldéhydes alkyles. Et donc l'idée, c'est de mettre un chlorure d'acide en présence de zinc, et dans le cas des aromatiques, par exemple le chlorure de pivalloïl, et on va obtenir ce dérivé-là, très bon rendement. Dans les séries alkyles, il faut visiblement passer par le bromure de benzyl bromide, donc le chlorure de benzoïl, et on obtient ce dérivé-là. Et on peut faire la solution ici du carbénoïde. Donc carbénoïde ici voulant dire un site nucléophile et un groupe partant. Et voici une photo de la solution. Alors le MODOP ici est assez intéressant parce qu'il faut activer le zinc, il faut quand même le chauffer pendant quelques minutes à 200 degrés. Et puis ensuite on met les réactifs et on obtient cette solution qui est stable et qu'on peut garder et faire réagir. Et dans le cas du méthylène, le plus simple, c'est de partir du formaldéhyde et de faire ce dérivé iodé. Alors, gros avantages typiquement de ces dérivés, comme je vous l'ai dit, c'est qu'ils sont très très stables. Si on regarde leurs enthalpies de décomposition, elles sont complètement négligeables par rapport au diazo, puisqu'à moins de 100 degrés, alors ici ça doit être négatif d'ailleurs, vous avez
une explosivité très importante de ce diazo ici ou de celui-là. Donc composé très stable, et donc on peut faire en très grosse quantité et qualité, et qu'on peut engager dans des réactions classiques de cyclopropanation, qui sont évidemment cyclopropanation de différentes doubles. Ici, c'est l'électrophilic cyclopropanation, donc ça veut dire que c'est des doubles appauvris en électrons. Mais on peut aussi faire les cyclopropanes, en fait... non, excusez-moi, ce sont des doubles enrichis en électrons. Donc c'est le carbène ici qui est relativement électrophile. Et par contre, si on a des oléfines appauvris en électrons, on va dans ce cas-là passer par l'hylure de soufre avec du diméthylsulfure qui va faire une addition conjuguée, par exemple sur cette double liaison, à chaque fois. Et donc on obtient sélectivement le cyclopropane ici. On ne touche pas à cette double ici qui est enrichie. On ne touche pas non plus au carbonyle. Et si on veut toucher au carbonyle, dans ce cas-là, alors on va prendre des substrats où il n'y a quand même pas de double compétitive, mais on peut faire des époxydes, là aussi en passant par l'hylure de soufre. Mais ce qui est intéressant de voir ici, typiquement, c'est qu'on peut être sélectif de la double liaison ici par rapport à ce carbonyle. Et on peut faire également des aziridines. Donc on voit quand même, ça c'est j'ai envie de dire, c'est la réactivité malgré tout assez connue de ces dérivés-là, c'est juste que le chemin du précurseur est important, et on peut faire différents types de réactions d'insertion dans une amine secondaire, ou dans un dérivé pH, et puis également dans les silanes, dont les silanes de Terrier par exemple, ou dans un NH-borane, on va revenir sur ces dérivés-là, ou même, pour ceux qui aiment le soufre, dans les thiols. Il y a toujours des amateurs de soufre partout où vous trouvez. Et alors, s'il y a quelqu'un qui, là aussi, est important, c'est Breslau. Alors, Breslau, je crois qu'il y a... Je ne dirais pas qu'il n'y a pas un cours, j'en parle pas, mais souvent il revient. Et, parce que Breslau a fait beaucoup de contributions avec 1, 2, voire 3 papiers, et puis après, il est passé à autre chose. Et ce qu'avait montré Breslau, seul auteur, là c'est vraiment, il commençait sa carrière, donc il était au labo, c'est de faire des mimiques du thiazolium, de la thiamine, donc la vitamine B1, qui est importante pour notre métabolisme, nos facultés cognitives, et ainsi de suite. Et lui, dans cet article ici, dans cette communication au JAX, ce qu'il voulait, c'était absolument montrer qu'on pouvait faire le carbanion ici, en fait, et probablement que ce carbanion avait une relevance biologique. En fait, ce carbanion, si vous l'écrivez, la structure limite, c'est évidemment ce carbène. Et donc, par simplement mettre ce thiazolium dans D2O, tubère-MN, en fait, vous avez un échange très facile de ce proton pour arriver à ce composé de deutéré. Et donc, il montrait bien qu'il y avait une certaine acidité de ce proton et que c'était très facile d'avoir cet échange. Et puis surtout, ça lui permettait aussi de résoudre un autre mystère qui était la catalyse de la réaction de benzoïne, qui était une vieille réaction, mais un auteur japonais avait montré qu'en utilisant des thiazolium, on pouvait catalyser cette réaction de condensation du benzaldéhyde sur lui-même en présence d'un thiazolium et une base. Généralement, cette réaction se fait en présence de cyanure, et donc il y avait un intérêt aussi mécanistique. Donc le mécanisme de cette réaction de benzoïne avec l'apport de Breslau. Donc le point important, c'est ce qu'on appelle l'intermédiaire de Breslau, donc le Breslau intermédiate, et ça vous le voyez maintenant cité très très fréquemment, parce qu'en fait c'est une entité qui est très intéressante, parce qu'elle est nucléophile par ce carbone, elle est très riche en électrons, donc évidemment vous pouvez oxyder cette double liaison et faire facilement un radical cation. Et évidemment, vous pouvez penser à toutes les versions chirales pour de l'organocatalyse. Donc, Breslau l'avait écrit comme ça. Donc, le principe de ça, c'est qu'on a un carbène nucléophile qui va s'additionner sur un aldéhyde. Vous formez ce sel qui va en fait faire un transfert de protons pour arriver à une forme qui est plus, on va dire, de type N-amine. Et cette N-amine, donc nucléophile, va se recondenser sur un
benzaldéhyde, et ensuite, après réarrangement des protons et expulsion du carbène, vous formez ce produit de benzoïne. Et donc ici, le carbène est vraiment un catalyseur. Okay, donc, d'où la notion d'organocatalyse par des carbènes. Donc, une revue très intéressante par Tom Rovis, qui s'est concentré lui beaucoup sur l'utilisation des carbènes en organocatalyse, et notamment en organocatalyse chirale. Donc, Tom Rovis sera là au mois de juin, d'ailleurs, donc il nous fera a priori une conférence sur ce sujet. Donc là, c'était la première benzoïne, la réaction de benzoïne, la première par Wohler et Liebig. Donc Wohler, si vous vous en souvenez bien, on a parlé au premier cours, synthèse de l'urée, 1828. Et puis, donc les travaux de ce japonais Ukai en 1943 avec ce thiazolium qui catalyse cette réaction, Breslau, et puis les premiers carbènes chiro. Alors là, dans ce cas-là, les E étaient assez faibles. Arrivent les carbènes stables dont on va parler. Et puis ensuite beaucoup d'organocatalyse par Ender, Stelles, et là on va avoir des organocatalyseurs très très performants, également par Glorius. Alors, donc, toute cette réactivité des carbènes était souvent marquée par des constats de dimérisation, et notamment le questionnement, si par exemple vous avez une double liaison de ce type-là, est-ce que c'est nécessairement le dimère de 2 carbènes, est-ce qu'on peut utiliser ça? Et donc, d'ailleurs, Julie va nous en parler. Donc, je vais pas mal parler de ces dimères pendant quelques instants. Et le premier à s'interroger là-dessus, en fait, c'était un vieux papier de 1926, Schleiber, qui disait qu'a priori, il pensait que cette oléfine très riche pouvait libérer cette entité, ce diéthoxycarbène. Papier pas facile à lire, et dont la conclusion, en fait, n'est pas claire, absolument. Et d'après Hardwengo, en fait, il n'a jamais isolé ce carbène. Il a, en fait, isolé de l'acétate d'éthyle. Donc, enfin bon, à l'époque, il n'y avait pas de Riemann, il n'y avait pas non plus tant de moyens analytiques, donc on peut simplement trouver un intérêt dans ce papier, sur ces hypothèses de cette dimérisation, l'utiliser dans un sens ou dans un autre. Souvent, la dimérisation des carbènes, d'ailleurs, est quelque chose qui n'est pas la réaction que vous voulez, parce que vous allez par exemple utiliser un composé diazo que vous allez décomposer, et si vous êtes à relativement haute concentration, ce dimère peut être très présent aux dépens du produit, par exemple, de cyclopronation. Donc, ce n'est pas forcément non plus toujours une réaction voulue. Mais vous pouvez aussi avoir une dimérisation qui est assez intéressante. Par exemple, vous pouvez faire tétrachloroéthylène. Alors, tétrachloroéthylène, c'est le solvant des teinturiers, pressing, ainsi de suite, pour le nettoyage à sec. Alors, ce n'est pas comme ça qu'il est fait, d'ailleurs, au niveau industriel, mais on peut avoir quand même des molécules organiques intéressantes par dimérisation. Mais là où c'était plus intéressant, donc, avant même de parler des NHC, c'est tout le questionnement sur ces dimères ici, qui pourraient être l'addition ou pas de la condensation de ce carbène. Donc, le premier à avoir envisagé ça, c'est Van Slyck, dans un papier dans NG22, qui part de ce dérivé-là qu'il avait mis. Donc là, vous voyez, on a beaucoup avancé on n'est pas loin des carbènes, des NHC isolables. Il chauffe ça, on élimine le chloroforme. A priori, il dit qu'on forme ce carbène qui va dimériser. Et il dit également que, il me semble dans cet article, voilà, donc il en arrive à cette conclusion. Et cet article, donc 1962, est ensuite suivi par un certain nombre d'autres articles, parce que ça a beaucoup excité les gens, cette histoire. C'est si dans ce cas-là, on forme vraiment ce carbène libre et cette dimérisation, en partant de ces oléfines ici, est-ce que si on les met ensemble et qu'on les chauffe, on peut avoir du crossover? Autrement dit, est-ce qu'on peut avoir le carbène de lui qui s'additionne sur celui-là et avoir les produits hétéro-dimériques? Le mâle dit non, absolument pas, il n'y a absolument pas de crossover. Donc ça, c'est le premier papier.
Deuxième papier Denk, suivi d'un papier de Denk en 1999. Alors, ces résultats étaient confirmés par Winberg en 1965. On revient là-dessus en 1999, qui lui prend deux substrats, donc encore deux oléfines ici, et dit que oui, on peut bien avoir du crossover en chauffant. On va avoir le mélange de l'hétéro, et puis ensuite, on retrouve dans un mélange statistique les deux produits de départ. Donc, cet équilibre de Van-Slick, c'est un peu une controverse. Donc, est-ce que quand on a le dimère, on libère vraiment le carbène? Est-ce qu'on a du crossover? Alors, un autre article intéressant, c'est de Murphy en 2012, qui montre, en fait, lui s'est intéressé à ces substrats-là qui ont le bénéfice de pouvoir faire aussi réagir en intramoléculaire. Et ce qui montre, c'est que si par exemple vous déprotonez un dérivé comme ça, un diazolium en présence de NaH dans l'ammoniac, vous allez avoir un spectre RMN très intéressant, parce que là, vous allez avoir le dimère, mais aussi le dicarbène. Donc, on voit les deux espèces ici, typiquement en proton, et le dicarbène n'est pas négligeable dans le mélange. Ce qui montre aussi, c'est qu'on peut avoir le dimère en bon rendement, mais par exemple dans des conditions particulières, en partant par exemple de ces diazoliums, ici en présence d'ammoniac et de sodium, on va arriver assez facilement à ce produit-là. Et par contre avec des traces du carbène. Par contre, si vous le faites ici, si vous déprotonez avec NaH dans l'ammoniac, donc NaH, ici c'est sodium, c'est donc une réduction, ici c'est une déprotonation, vous allez avoir qu'un tout petit peu du dimère. Donc c'est un papier qui arrive à pas mal de conclusions différentes, que Julie par ailleurs connaît bien, et elle nous donnera aussi sa version de l'affaire. Mais c'est que globalement on peut faire ces tétraazafulvalènes en faisant réagir en fait le carbène sur l'imidazolium et non pas et pas a priori justement les deux carbènes entre eux. Mais que par contre, on peut convertir ces oléfines en carbène, mais là aussi, probablement, il faut peut-être une intervention a priori d'acide, et que globalement, c'était quand même des espèces qui sont très touchy et qu'il faut éloigner a priori de toute drasse hydrolytique. Et puis, deux autres papiers importants, récents, donc vous voyez, c'est encore un cheminement, c'est un peu mise au point par Munz, ici, dans cette Organic Chemistry Frontier, qui montre ici que ça va être dépendant de la base. Selon qu'on utilise potassium terbutoxide, on va faire le dimère ou le carbène, donc avec le potassium HMDS, ou avec TBOK, on va faire le dimère. Et là aussi, il parle clairement d'acide de catalyse acide. Et puis, encore plus récemment, des papiers très intéressants de Taton, qui, lui, en utilisant des benzimidazolium avec un anion triflimide, va obtenir avec des très bons rendements les dimères, et s'il les chauffe dans le THF à 100 degrés, va avoir le crossover des carbènes. Donc, voilà. Donc, tout ça pour dire que il y a un certain nombre de résultats qui ne sont pas forcément toujours qui ne vont pas vers la même cohérence, mais qui globalement montrent que cette voie est à considérer pour obtenir les deux parties. Et puis, ce qui est intéressant aussi dans cette étude là, par Taton, c'est de montrer que si on a le dimère, si on met sous un flux de CO2, on va pouvoir facilement faire ces adduits de carbène sur le CO2 qu'on peut hydrater assez facilement. Alors quand on dit hydrater assez facilement, simplement en fait, l'humidité du solvant. Et dans ce cas-là, on va obtenir les imidazolium hydrogénocarbonate. Et puis qu'on peut redéprotoner et puis refaire un cycle. Voilà. Donc, comme j'ai dit, Julie, elle va plus se pencher là-dessus. Donc, évidemment, on en arrive maintenant au questionnement qui était hyper important après toutes ces évolutions, c'est peut-on faire des carbènes stables qu'on peut montrer sortir d'un ballon. Et la contribution
on va dire, très importantes. Il y en a eu 2. La première, c'est donc par Guy Bertrand, Antoine Basseredo, Grützmacher et Alain Higo, à Toulouse, ce JAX 88. Alors, qui d'ailleurs fait suite à un premier JAX 85 qui avait déjà quand même pas mal, on va dire, déblayé le terrain, et qui montrait que cette entité-là, qu'on pouvait former par photolyse ou flash vacuum pyrolysis, donc un traitement thermique sous vide, avait une réactivité de carbène. Donc, comment on fait ces dérivés-là? On part de cette dérivée chlorophosphine qu'on condense sur cet anion ici, on obtient ça. Si on le photolyse, en fait, on va pouvoir faire des nitrènes, mais ça, je n'en parlerai pas. Donc ça, c'est des travaux connus par Bertrand et Majoral. Et puis, donc, comme j'ai dit, si on fait la photolyse ou le traitement thermique, on va pouvoir isoler cette espèce dont on peut écrire différentes structures limites. Avec une caractéristique intéressante, c'est le déplacement de ce carbone à 142,8 ppm, ce qui n'est pas très très élevé hein, quand on y pense. Et donc ce qui est très important, c'est à la fois la donation ici du phosphore qu'on voit ici, la stabilisation par le silicium de cette charge négative sur le carbone, hein, puisqu'il y a toujours une stabilisation, un carbanion par le silicium, c'est quelque chose qui est relativement bien établi. On peut aussi écrire cette structure limite, mais a priori c'est vraiment celle-ci qui est importante. Donc en fait, ce lambda 3 tricoordinance. Donc celui-ci ne cristallise pas, c'est un liquide. Celui qui cristallise, c'est celui de Anthony Ardwengo, donc 1991, qui évidemment connaissait tous les travaux de Van Zijk, qui avait vu toute cette avancée, mais qui sentait qu'on pouvait isoler peut-être ces dérivés, mais il fallait encore trouver le bon système. Et le bon système, c'est en commençant à mettre vraiment beaucoup d'encombrement sur les azotes, et donc ces groupements adamantiles. Donc si on met une base dans le THF avec un petit peu de DMSO, donc en fait on fait l'anion du DMSO, c'est lui qui va déprotoner ici, ou TBUOK, on peut isoler ce dérivé, ce carbène, avec 2 groupements adamantiles. Voici le X-ray, avec une façon un peu inhabituelle de le voir. Ce qui est intéressant, c'est de voir le centre carbénique ici, qui est vraiment, on voit, hyper protégé par les 2 groupements adamantiles. Hein. Il est vraiment au centre de ces deux gros mastodontes ici. Et comme vous le voyez, d'où vient ce travail, là aussi, du Dupont de Nemours, Wilmington, avant qu'il aille aussi professeur à l'université d'Alabama. Alors, Ardwengo, si vous voyez des photos de lui, il est souvent en train de réparer des voitures. Vous voyez, là, il y a une clé, il y a une belle voiture, je crois que ce soit une Mustang, mais enfin bon, c'est quelque chose comme ça. Alors, ce carbène 2, donc on peut l'isoler, il est stable, il ne faut pas qu'il y ait trop d'oxygène et de moisture. Bon, je n'ai jamais travaillé chez des gens qui isolent les carbènes, les NH, mais bon, la stabilité est quand même un petit peu à prendre en compte. On peut quand même le recristalliser, et donc il fait un beau solide. On peut prendre un goin de fusion. Ce qui est rigolo, c'est qu'on peut le fondre et le revenir ensuite à l'état. Donc on le fait fondre, mais après on le re-regarde et globalement le melting point ne bouge pas, donc le point de fusion ne bouge pas. Donc en fait, on retrouve le produit, donc il est quand même une grande stabilité, même vis-à-vis du chauffage. Alors, donc, inutile de dire que ça a évidemment énormément changé les possibilités et ça a ouvert un nombre de champs d'investigation énormes. Donc, voici la première revue par Glorius qui résume ça, puisque globalement, ces carbènes hétérocycliques vont permettre, on va pouvoir les coordonner à plein de différents métaux de coordination, typiquement, mais aussi à tout dérivé du bloc P qui a des acidités de Lewis, ou les utiliser comme organocatalyseurs. Et à chaque fois, il y a différentes possibilités. Alors ça ressemble c'est un intermédiaire de Brestow, hein, comme on a vu. Je vais parler un petit peu plus de ça aujourd'hui, sachant que je ne pourrais pas aborder tous ces différents thèmes hein, sur l'importance de ces complexes de métaux de transition avec la NHC, parce que c'est la catalyse homogène, mais aussi les MOF,
les polymères de coordination, et puis même des métallopharmaceuticals et ainsi de suite. Bon, voilà. Donc j'ai fait une sélection. Alors, entre les NHC, cette découverte importante, et puis jusqu'à aujourd'hui, évidemment, il y a eu beaucoup de petits qui ont été faits, et notamment le laboratoire de Guy Bertrand à San Diego a aussi apporté les CAX. Alors les CAX, c'est quoi? Ce sont des dérivés ici où maintenant on n'a plus qu'un seul azote. Alors c'est vrai que je ne suis pas revenu sur la stabilisation par les deux azotes du NHC classique, mais bon, ça devient quand même assez... finalement, c'est presque devenu du raisonnement de base. Mais ce qui est intéressant ici, donc ça c'est le classical NHC, donc il est très donneur sigma par ce doublé, et il est généralement faiblement pi accepteur. Ça, c'est quelque chose qu'on peut moduler, ça va dépendre beaucoup du squelette ici. Par contre, les CAC, n'ayant qu'un seul azote ici, le doublé ici va rester très très sigma donneur, voire même plus, mais il va être également très pi accepteur, puisqu'il n'y a qu'un seul doublé ici qui interagit avec ce lobe, alors qu'ici il y en avait deux, donc ici il y a une affinité d'un retour d'électrons. Et donc ces CAC vont permettre de faire des choses qu'on ne pouvait pas faire avec les NHC. Et ce qui est très important pour prédire la réactivité d'un dérivé carbène, c'est de regarder à la HOMO, donc généralement ici la sigma ici qui est en bleu, ou la LUMO qui correspond à la pp étoile ou pi étoile. Et plus la HOMO est haute, et plus il sera nucléophile. Et plus la pi étoile sera basse, et plus il sera, on va dire, pi accepteur. Et il y a deux cas très particuliers où globalement l'orbitale pi est pleine aussi, donc avec la sigma, mais ce sont ce qu'on appelle des carbones. Donc ici, il faut le voir comme un carbone ici, entouré de deux carbones, donc un carbone 0. Mais ce qui est intéressant de voir, c'est que vous pouvez quand même, si on reste par exemple uniquement sur le principe du NHC, donc avec deux azotes ici, selon que vous ayez une doublison ici ou pas, vous allez quand même changer, par exemple, typiquement le niveau de la HOMO, qui va être un peu plus donneur, un peu plus pi accepteur. Si vous mettez un aromatique, ça commence à changer pas mal les choses, un petit peu moins sigma donneur, un petit peu plus pi accepteur. Et voilà. Et qu'est-ce que je vous dis? Ah oui, par exemple, quand vous avez deux carbonyles ici, vous modifiez vraiment beaucoup les propriétés, puisque vous avez quelque chose qui devient vraiment fortement pi accepteur. Donc, revue très intéressante là par Muntz. Alors, donc au niveau des coordinations par des métaux de transition, donc évidemment, c'est quelque chose qui... donc, globalement, ces NHC étant particulièrement sigma donneur, il est venu, ça a été assez intéressant de se dire, bah oui, ça peut remplacer les phosphines avec beaucoup d'avantages. Et donc, ça a lancé un champ, comme je dis, qui va être important. Alors, il y avait déjà des résultats, une fois de plus, par Van Slick, qui avait montré que si on prenait un azolium comme ça avec du mercure, on pouvait obtenir ce mercure dicationique stabilisé par 2NHC, où on peut faire aussi ce complexe avec le chrome, juste par cette hydrure ici en présence du diméthylazolium, et puis on forme du H2. Mais oui, ce que je voulais dire ici, oui, c'est que les propriétés pi acceptrices, il faut quand même toujours les garder en tête, parce que ça peut quand même changer la coordination. Il y avait quelque chose que je ne sais plus. Ouais. Alors, donc, ouais, je ne sais plus où c'est, mais voilà. Ce qui est intéressant aussi, c'est que dans l'histoire de la coordination des métaux au carbène, il y avait des observations aussi, par exemple, si vous faites des réactions métalliques, de catalyse organométallique dans des liquides ioniques, avec des imidazolium, et que si vous avez un petit peu de base, il est fréquent qu'en fait on termine avec comme par hasard un complexe
de votre métal lié au carbène. Ça c'est les observations qui ont été faites notamment par Dupont, Gerton Dupont au Brésil. Donc tout ça est venu à peu près en même temps. Le papier qui a vraiment lancé l'idée de faire de la catalyse organométallique avec des complexes NHC, c'est ce papier de Hermann en 1995, parce que lui, il a fait le premier complexe de palladium, surtout l'utiliser en catalyse organométallique et pour faire des réactions de Heck. Et donc c'est un papier qui est vraiment intéressant, ce qui est très très bien structuré. Donc on voit très bien qu'ils avaient compris toute l'importance de ces carbènes. Et il dit tout de suite qu'il y a un nombre d'avantages évidents à utiliser ces complexes carbéniques, même par rapport aux phosphines. C'est que globalement, ils ont une stabilité thermique vraiment renforcée, et aussi vis-à-vis de l'hydrolyse. Parce que là, vous voyez quand même, ils travaillent à 125, 140 degrés, ce qui est des conditions relativement classiques pour la Heck. On peut les faire facilement, et on n'a pas besoin de mettre des excès de ligands, comme c'est parfois le cas avec les phosphines. Vous voyez des articles où ils vont mettre 10, 20 équivalents de phosphines. Donc, il donne même des perspectives. On pourrait faire des water solubles, donc des catalyseurs solubles dans l'eau. On peut faire la catalyse en deux phases, on peut les immobiliser, on pourrait faire des variations en série asymétrique, et ainsi de suite. Donc, ce papier, donc ça, c'est, comme vous voyez, c'est 95. Au même moment, il y a un autre, alors au même moment, juste un petit peu en différé, il y a un autre champ d'application des carbènes, et c'est probablement ça qui les a popularisés, c'est la métathèse. Parce qu'en fait, la métathèse, donc Grubbs avait beaucoup travaillé, donc prix Nobel en 2005 sur la métathèse, avait développé une série de catalyseurs de ce type-là, des catalyseurs carbéniques, où les ligands ici sont des phosphines. Donc voici typiquement le Grubbs 1. Et Grubbs, Nolan, Hermann aussi et Fürstner ont globalement eu tous plus ou moins l'idée qu'on pouvait probablement renforcer ces catalyseurs en substituant une phosphine par un carbène. Et donc ces deux papiers ici, donc Nolan publie ça en 1999 dans le JACS en utilisant ce IMES pour former ce catalyseur. Ce qui apparaît assez rapidement, c'est qu'on peut les utiliser avec une faible charge catalytique, qui sont beaucoup plus résistants, là, comme je l'ai dit, déjà à l'air et à la moisture, et que globalement, on va pouvoir les utiliser facilement. Et alors Grubbs, lui, a proposé le Grubbs 2, mais alors le Grubbs 2, vous voyez, donc il fait ce composé-là, il déprotonne, il fait le carbène, il fait l'insertion dans le terbutanol. Donc une bonne façon finalement de protéger le carbène. Et ensuite, en chauffant avec le Grubbs 1, on arrive à ce Grubbs 2. Mais comme vous voyez, la différence ici, c'est qu'on a un carbène avec une double liaison saturée. Et donc ce Grubbs 2 est très très utilisé parce que lui, on peut l'utiliser souvent à TA avec des faibles charges catalytiques et ainsi de suite. Alors, nous, ce qui nous intéressait au labo, c'était évidemment d'appliquer ça à la catalyse à l'or, dans le cadre d'une collaboration justement avec Nolan, qui avait déjà publié les premiers complexes d'or 1 avec des NHC. Alors, globalement, l'idée, c'était que comment faire un complexe or 1 avec un NHC? Si vous mélangez un NHC avec de l'or 1, en fait, ça ne marche pas bien. Vous allez avoir le complexe, mais vous allez avoir aussi beaucoup de réduction d'or. Et puis, vous allez aussi avoir ce complexe, on va dire, avec deux ligands imidazolium. Donc, une façon plus propre de le faire, c'est de partir du diméthylsulfure hors chlorure avec le NHC. Et on obtient, dans ce cas-là, ce complexe isolable. Ou aussi, dans le même article, il montre qu'on peut faire la transmétallation avec un sel d'argent ici. Et on obtient ce NHC AgCl, et puis ensuite on met le sel d'or. Et donc ici, alors c'est de l'or zéro, hein, c'est du bulk, ce n'est pas des nanoparticules. Mais donc il a pu cristalliser le complexe ici. Donc lui, on l'a utilisé sur un substrat ici qu'on utilisait pas mal déjà sur différents types de catalyse électrophile. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que si vous faites cette réaction avec le catalyseur classique AuCl, PFI3, vous obtenez majoritairement ce produit, mais dès que vous le faites avec des complexes carbéniques, vous allez changer la distribution et notamment vous allez favoriser assez fortement ce produit-là qui va être présent, qui peut même l'être
de façon majoritaire. Donc globalement, on montre bien ici que non seulement le carbène, évidemment, a des propriétés catalytiques, mais il peut être utilisé aussi pour changer le cours d'une réaction. Et donc, ça veut bien dire aussi que les propriétés à la fois stériques et électroniques sont distinctes. Alors, ces complexes d'or, comme je vous ai dit, l'or Cl, un carbène, vous pouvez faire de l'or zéro, mais il y avait aussi des choses intéressantes, c'est que donc c'est là Dupont et Fink avaient observé dans les années 2000 qu'on pouvait mettre des NHC sur des surfaces métalliques à partir de liquides ioniques. Et donc ça a été une observation sur laquelle ils n'ont pas forcément suivi, mais d'autres se sont dit tiens, mais pourquoi pas utiliser les complexes d'or comme ça, carbéniques, comme précurseurs en milieu réducteur pour faire des nanoparticules d'or. Et effectivement, donc travaux très précurseurs de Vignol et Taillet. Alors Vignol, il est en France, à Bordeaux. Taillet, lui, à Berkeley. Et donc, ils ont fait des premières nanoparticules d'or. On peut aussi, donc 2009, même année, on peut aussi faire ces nanoparticules d'or en ayant des nanoparticules d'or stabilisées par un disulfure ici. Et on met un carbène et on va avoir un échange de ligands, puisque là, a priori, on obtient quelque chose qui est plus stable. C'est un meilleur ligand, et donc le travail aussi très intéressant. Et puis, nous, on a un petit peu commencé à regarder ça, donc je vais revenir sur nos travaux dans les slides suivantes, mais on a montré ici qu'en partant de précurseurs d'or 3, non plus de l'or 1, mais de l'or 3, en milieu réducteur, simplement NaBH4, on pouvait avoir des nanoparticules. Ce qui était connu dans la littérature, c'était que généralement, vous étiez obligé d'avoir du NaH, a priori, pour déprotoner l'azolium, faire le carbène. Et utiliser NaBH4, en fait, on a vu que le NaBH4 faisait tout, faisait base et réducteur. Et on obtient globalement des objets assez semblables. Et puis, récemment, même idée qu'ici, mais sur des surfaces, déplacer ce sulfure ici, avec des longues chaînes, par ce carbène pour paver ces surfaces. Alors donc, si on revient sur l'article précédent, dont les auteurs sont là, et dont un certain nombre même sont dans cette salle, donc je voudrais remercier Dimitri et Philippe pour toutes les caractérisations de ces objets, parce qu'en fait, ce qui manquait aussi dans les papiers précédents, c'était vraiment d'établir qu'on avait bien de l'or zéro, et qu'est-ce qui était sur l'or zéro, et c'est là que l'XPS devient une technique intéressante, puisque il y a une signature très spécifique de l'or zéro avec ces deux bandes liées à un couplage spin-orbite. J'en dirai pas plus, le spécialiste est dans la salle, vous pourrez lui demander. Et par contre, ce qui est intéressant aussi, et la signature des azotes est intéressante, puisque globalement, quand vous passez d'un complexe chargé à un complexe neutre, vous avez perdu donc en charge, et vous perdez aussi, enfin, vous gagnez en énergie, vous allez vers des énergies plus faibles. Et donc, collaboration aussi donc, avec le LCMCP, donc Corinne Chanierac, François Ribaud, et David Porteau, donc je les remercie également. Quelle est l'importance d'ailleurs de ces nanoparticules d'or? Est-ce qu'on peut se dire, bah oui, finalement, c'est très joli, mais à quoi ça sert? Une des applications qu'on voit et qu'on peut encore voir de nos jours, c'est quand on va chercher un test pour la Covid, en fait, les deux bandes rouges ici sont des nanoparticules d'or qui sont liées à un anticorps qui va complexer la protéine. Et il faut piéger deux fois parce que ça, c'est quand vous êtes testé positif, mais ça, c'est le contrôle. C'est le contrôle. Donc là aussi, il faut piéger la nanoparticule d'or avec un anticorps spécifique. Mais donc globalement, cette étude a été faite par deux personnes du CEA, donc Olivier Taché et Fabienne Testard, qui se sont amusés à regarder de plus près la taille des nanoparticules ici d'or qui sont impliquées. Elles sont d'environ 28 mm. Ils ont fait, dans ce cas-là, un sac, et ça leur a donné cette chose. Alors ça, c'est pareil, vous pouvez avoir des documents là-dessus. Vous allez sur ce site du CEA et vous avez beaucoup plus de documents. Donc vous voyez, les nanoparticules d'or ont des très belles couleurs qu'on reverra aussi un petit peu plus tard. C'est une application parmi 50 000. Alors, au niveau du main group, donc vous voyez, je vais quand même assez vite,
une revue là aussi intéressante, c'est celle par Inoue, 2018, et qui montre que globalement, vous avez des NHC avec pratiquement tout le groupe P, donc des métaux alcalins ou même aux halogènes. Et donc il ne manquait pas grand-chose. Là aussi, en 2007, avec Nolan, on s'était intéressé à faire des complexes, par exemple, avec le gallium. Alors, quand vous faites des complexes comme ça, il y avait l'aspect un peu découverte. On a l'impression, là, c'est un petit peu le Far West, jusqu'où on peut complexer un NHC. Et typiquement, oui, le gallium, ça va marcher. Mais qu'est-ce qu'on peut faire une fois qu'on a ça? On a vu que ça pouvait être des précurseurs de nanoparticules, typiquement, dans certains cas. Ça peut être aussi des complexes qu'on va pouvoir, par exemple, cationiser, donc arracher un chlore, parce que comme le NHC va être très donneur, ça peut éventuellement stabiliser l'entité cationique. Et donc, en parallèle par exemple, de cette structure avec le gallium, un petit peu plus tard, par exemple, ont été faits avec le bismuth. Le bismuth a mis du temps à être typiquement complexé au carbène. Et un des premiers complexes ici, c'est par Dutton, qui montre d'ailleurs un arrangement assez intéressant de ce complexe dans la structure cristalline, ici, avec une interaction bismuth-chlore, ici, qui donne cette géométrie très particulière. Et là, la conclusion du papier de Dutton est très intéressante. D'ailleurs, il dit que faire du bismuth 0, NHC, NHC, ça va être très compliqué. Mais par contre, cationiser ça, c'est possible, parce qu'il lui-même va pouvoir cationiser ce complexe. Donc, c'est typiquement l'intérêt de ce genre de papiers qui peuvent paraître à la fois très structuraux, mais quand même qui donnent pas mal d'informations. Sur le silicium, qui est un élément, évidemment, personnellement, qui m'est cher, il y avait beaucoup de choses, et là, il y avait beaucoup de choses, oui et non, parce qu'en fait, vous avez une dizaine, quinzaine de papiers, mais la plupart ont commencé sur la coordination du silicium, un des plus acides de Lewis possible, qui est le tétrachlorosilane. Donc vous partez de ce NHC tétrachlorosilane, et si vous le réduisez, et selon le solvant, vous allez pouvoir obtenir ces deux dérivés 2 et 3, soit avec une liaison silicium-silicium, ici de 2,39 angstrom, et donc ce disilane, stabilisé par le IMES, l'IPR, pardon, et soit le disilylène, et on obtient dans ce cas-là cette structure cristalline. Alors évidemment, la liaison ici, comme c'est une liaison, est plus courte, mais vous remarquerez quand même que ces longueurs de liaison, 2,39, c'est quand même, par rapport à une liaison carbone-carbone, c'est pratiquement 1 angstrom de plus, donc c'est particulièrement allongé. Et puis, Franking et Ruski ont aussi pris ce type de complexe, ici avec du SiCl4 sur un CAC, donc ça c'est un CAC de Bertrand. Si on le réduit, on peut même faire ces triangles ici de silicium, avec ce silicium, ce type silylène. Et donc, il a pu isoler un tel composé. En ce qui nous concerne, le dérivé qui nous intéressait, c'était d'avoir des ligands un petit peu plus fonctionnalisés et notamment d'avoir des liaisons carbone-silicium. Et est-ce qu'on peut complexer ce spirosilane de Martin, qui a une acidité de Lewis, par des NHC? Et là, c'est assez intéressant parce que vous allez voir, ça va être très dépendant de l'acidité de Lewis du silane, mais aussi de la taille du carbène. Donc, si vous avez un carbène relativement petit, vous allez pouvoir faire cet adduit neutre, pentavalent, qui est facilement isolable, avec un angle ici d'environ 180 degrés. Donc on a vraiment cette géométrie, donc silicium ici, donc TBP, et puis également une liaison silicium-carbone de 1,94 angstrom, donc qui se rapproche quand même beaucoup de celle qu'on voit avec le tétrachlorosilane. Là où ça devient plus intéressant, c'est que maintenant, qu'est-ce qui se passe si vous avez un carbène encombré? Eh bien, dans ce cas-là, vous n'allez plus avoir l'adduit, on va dire, classique, mais vous allez avoir ce qu'on appelle l'adduit anormal, où donc globalement, votre acide de Lewis va se complexer sur le carbone ici, et vous avez un imidazolium. Et donc celui-là a pu être isolé et caractérisé. Et donc ça, c'est quelque chose qui est connu. Alors la raison pour laquelle, évidemment, on voulait faire ça initialement, c'était pour faire des paires frustrées, voir si, quand il y a une interaction stérique trop forte entre la base de Lewis et l'acide de Lewis,
vous pouvez avoir une réactivité type paire femme passe frustrée. Bon, ça n'a pas eu des succès énormes là-dessus, éventuellement j'en parlerai à un autre moment. Mais là où ça devient rigolo, c'est que si vous changez maintenant le silane, et vous passez à celui-là, qui est plus acide de Lewis, l'acidité de Lewis permet de rattraper, vous ne faites pas le dérivé abnormal, parce que là vous faites bien l'adduit normal, en tout cas à température ambiante, et si par contre vous chauffez, vous isomérisez en adduit anormal. Donc vous pouvez ajuster par l'encombrement stérique ou par l'acidité de Lewis la forme de ces adduits. Ah oui, tiens, là il y a un ARX qui apparaît, mais c'est... hop, c'est pas grave. Alors, quel est l'intérêt aussi des interactions silicium-carbène? C'est une application qui n'a peut-être pas forcément beaucoup été suivie d'utilisation, mais c'est que si vous avez un carbène et que vous l'avez fait et que vous voulez le conserver, le mieux c'est de le plonger dans des silicones. Parce que globalement, ce qu'ont montré donc, le groupe d'Antoine Baceredo à Toulouse, en collaboration aussi avec d'ailleurs des industriels, c'est que globalement, ce carbène ici va avoir des interactions faibles avec le silicium, qui sont renforcées d'ailleurs si le R est un groupement phényl. Et ça ce ne sont pas des structures X-ray, ce sont des calculs. Mais globalement, l'intérêt, c'est que vous pouvez utiliser ce NHC dans les silicones. Donc vous pouvez prendre ce composé, vous mettez ça avec une spatule, vous mettez ça dans votre tube, et puis après, une fois que vous mettez votre solvant dans un schlenk, vous mettez votre solvant, ça va libérer le carbène, et il a été complètement protégé de l'humidité et de l'air. Donc c'était une collaboration avec Rhodia. Et les deux polymères, les deux silicones qu'on a utilisés, c'est ce PMDS ou celui-ci, donc, où vous avez des phényls sur le backbone. Alors, un autre type de complexe intéressant, c'était avec le bore. Je vous regarde le temps. Ouais. Parce que le bore, évidemment, c'est l'acide de Lewis le plus important, enfin, le premier auquel on pense, parce que c'est les boranes, on les voit dès le L2. Hein. Et ce qui est intéressant, c'est qu'un borane a une BDE ici, disons, bore hydrogène, qui est très élevé, 110 kcal. Donc ça ne va être absolument pas un bon donneur d'hydrogène, H point. Mais si vous le complexez avec une base de Lewis, en fait, c'est les calculs de Rablen qui avaient montré ça. Donc, une base de Lewis peut être très variée, ça peut être une amine, ça peut être du CO, du monoxyde de carbone ou autre. Ça va baisser. Et donc, l'idée, c'était qu'est-ce qui se passe maintenant si on met typiquement un NHC sur le bore. Et effectivement, cette liaison bore-hydrogène baisse. Elle devient dans des régions qui peuvent permettre de faire de la chimie radicalaire. Ce qui est intéressant aussi, c'est que le radical boryle correspondant est particulièrement stable. Les analyses RPE et des calculs par Walton montrent qu'en fait, le profil orbitalaire du radical boryle, ici, NHC boryle, et celui du benzyle, ils sont très très semblables. Si vous regardez comme ça, la densité de spin sur le bord ou sur ce carbone ici sont assez semblables, et la délocalisation est du même ordre. Donc on a un radical ici qui va être très stable, peut-être même trop, mais qui va pouvoir quand même aider à propager des chaînes radicalaires. Et donc on avait appliqué ça pour faire des réactions de Barton-McCombie. Alors ça, c'est une caractérisation totale de ce radical, mais l'application synthétique ici, c'est dans les réactions de Barton-McCombie. Alors, s'en est suivi, donc l'idée, c'était évidemment, comme il y avait déjà beaucoup de carbène sur le marché, est-ce qu'on peut complètement changer la réactivité du NHC borane, au moins pour cette donation d'hydrogène, en changeant vraiment la structure du NHC. Alors en fait, ça s'est avéré relativement décevant parce qu'ils sont tous de cinétiques assez voisines, de l'ordre de 10 puissance 4, M-1, S-1, ce qui en fait d'ailleurs des donneurs d'hydrogène assez lents, ce qui veut dire que les chaînes radicalaires ne marcheront pas très bien. Et globalement, les moins réactifs, c'est-à-dire ceux qui vont donner leur hydrogène le moins facilement, c'est les plus encombrés. Donc c'est très sensible à l'encombrement stérique. Et finalement, les meilleurs, c'est globalement le diméthyle, ici, à 8-10 puissance 4, ou celui-ci, là, ce triazolylidène, à 8-10 puissance 4. Et les autres sont quand même dans un mouchoir de poche. Alors après, évidemment, on peut jouer sur d'autres facteurs, on peut jouer
parce qu'on peut avoir un NH borane chiral et ainsi de suite. Mais donc, au niveau de la donation d'hydrogène, les effets électroniques n'étaient pas particulièrement importants. Par contre, chose intéressante, c'est que là aussi, il se révèle finalement réducteur, parce que ce qui était connu dans la littérature, c'est qu'on pouvait faire des nanoparticules avec des amines boranes. Alors pourquoi pas utiliser la NH borane, puisqu'on sait qu'un NH peut aller sur un métal de degré d'oxydation 0, et donc là, on aurait donc les deux en un seul coup. Et donc, on a regardé ça avec des complexes d'or 1 ou de cuivre 1 pour faire ces nanoparticules. Donc voilà, par exemple, une très belle solution de nanoparticules d'or. On dirait un joli pinot noir de Bourgogne. Et voici les nanoparticules. Et typiquement, ce qui était intéressant, c'est que le NH BH3, alors quel NH avec des longues chaînes alkyles ici, parce que là, on a une stabilisation de type Van der Waals sur les surfaces, vont permettre d'obtenir des nanoparticules, et on peut moduler la taille des nanoparticules avec la stoichiométrie du NH, c'est-à-dire que plus on en met, plus elles vont être petites, ce qui est connu dans ce genre de chimie. Et là aussi, donc, on a un beau profil XPS où on voit l'imidazolium, le NHCbH3, donc déjà on va vers les énergies plus faibles, les nanoparticules d'or, et celles faites par NH borane ou faites par un imidazolium et réduction. Et là, vous voyez qu'on est sur globalement le même sommet, donc tout ça était cohérent. Donc c'est évidemment les mêmes personnes ici qui sont intervenues à peu près. Là, c'est pour le cuivre, et donc pour l'or, c'est avec aussi Nathalie Bridonneau qui avait donc été une des premières personnes impliquées sur ce type de chimie. Alors, le mécanisme de ça, ce qui est intéressant, c'est le mécanisme, parce que pourquoi je vous ai présenté les radicaux, c'est qu'en fait ici, le mécanisme a priori de formation de ces nanoparticules est probablement radicalaire. Et il y a une chose intéressante, c'est que si on fait la RMN du NH borane ici, donc en suivant ces deux signaux, si on se met dans les conditions où on forme des nanoparticules, il y avait un petit pic qui poussait. Pas grand-chose d'autre, mais celui-ci. Donc ça, c'est les surnageants. Donc ça veut dire que c'est les sous-produits de la synthèse. Et ce petit sous-produit, en fait, on a pu confirmer que c'était a priori du NHC-BH2Cl. Et autre point intéressant, c'est que si vous faites cette réaction 1,1, vous allez avoir un mélange du produit de départ et de ce chlorure. Mais si vous mettez deux équivalents d'or avec un équivalent de borane, vous allez globalement manger tout le NH borane et former beaucoup de ce chlorure. Vous formez même un tout petit peu du dichlorure. Et donc, on en est arrivé à ce mécanisme ici, où globalement l'or, qui a finalement un potentiel d'oxydation assez élevé, oxyderait directement le NH borane, formerait donc un radical cation, qui ensuite formerait le radical boryle, qu'on a déjà vu, très stable, plus du HCl, plus de l'or 0. Et puis, ce radical boryle, en fait, pour expliquer cette stoichiométrie, a priori, viendrait réagir avec le chlorure ici, donc arrachement, ou du redox, pour former ce BH2Cl plus l'or. Alors là, l'or qu'on forme, dans ce cas-là, c'est vraiment du bulk, ce n'est pas des nanoparticules. Pour faire nommer les nanoparticules, il va falloir mettre beaucoup plus de NH borane. Et donc, ce qui a pu être montré, c'est que justement, en partant d'une surface d'or, et en mettant le NH borane, on forme bien, à la fin, une surface où le NH a été greffé. Et donc, globalement, on a expulsion du BH3. Donc, globalement, comment la cinétique de tous les événements ici est un peu plus différente, mais ce qui est rigolo, c'est a priori de retomber sur un mécanisme radicalaire pour ces formations, au moins pour la réduction de l'or en l'or 0. Voilà. Oui, puis je terminerai par ces deux choses, parce que le temps passe. En fait, Guy Bertrand avait montré qu'on pouvait faire aussi des carbènes relativement stables, avec finalement, j'ai envie de dire, à la fois une simplification du squelette, mais quand on regarde après les substituants, on voit quand même qu'il y a pas mal d'atomes, mais on peut faire des amino-arylcarbènes, mais mono, donc en mettant ici sur les aromatiques des groupements très électroattracteurs,
Donc vous avez donneur et électroattracteur. Et puis ici, on va mettre quand même des choses assez encombrées. Donc voici le complexe ici avec un terre-butyl. Mais vous pouvez aussi former ce type de carbène ici par déprotonation. Donc à chaque fois on déprotonne, hein. Ici c'est KH, ici c'est KHMDS, à moins 78 degrés. Mais là, l'habillage ici va être très important. Donc on part de sophtalimide, on fait une alkylation avec un grignard, fait dans ce cas dans le toluène à reflux. Hein. Donc vous voyez là, on est dans des conditions assez fortes. On oxyde cette position, on a cet iminium. Et puis cet iminium, on va le déprotoner. Si, avec les deux substituants suivants ici, vous allez tout de suite avoir le dimère, vous ne formez pas le carbène, vous ne pouvez pas l'isoler en tout cas. Par contre, avec ce substituant qui est encore plus encombré, plus électroattracteur, vous allez pouvoir isoler ce carbène monoamino. Et alors pourquoi je vous parle de cela? Parce qu'en fait, ça a été la source d'inspiration du labo de Vignol et Taton, donc à Bordeaux. Il y a aussi Yannick Landé d'ailleurs comme co-auteur de cet article, pour faire vraiment une polymérisation très, j'ai envie de dire, très ingénieuse de biscarbène. C'est-à-dire que globalement, on va former cet aminocarbène in situ. Alors ils l'ont caractérisé, ils peuvent le piéger par du CS2. Ils peuvent aussi faire le monodimère. Mais évidemment, si maintenant vous avez deux carbènes du côté noyau aromatique, c'est idéal pour faire un polymère. Et donc en déprotonant cette déprotonation de cet iminium, on va pouvoir former ces polymères qui ont pu isoler. Et l'intérêt, donc ces polymères, c'est donc ce qu'on appelle des polyphénylènes, vinylènes, mais la plupart n'étaient jamais habillés par des groupements azotés. Mais le fait d'avoir un groupement azoté est intéressant parce que là, on peut protoner, et en protonnant, on va changer les propriétés du polymère. Et donc, alors évidemment, sur l'azote, c'est soit IPR, soit piperidyle, donc un encombrement, on va dire, relativement existant quand même. Et puis, globalement, au niveau des substituants ici, au niveau des aromatiques, il va utiliser différents types de substituants, mais c'est quand même une façon d'envisager la polymérisation qui est particulièrement intéressante, reposant une fois de plus sur ces formations de dimères. Voilà, donc je pense qu'il est temps de s'arrêter pour aujourd'hui, et je vous remercie de votre attention.